on va aller sur le sujet du sport et le sujet des glucides dans le sport, parce que c'est quand même un gros, gros sujet. Et nous qui préparons un Ironman, on va faire des efforts. La moitié d'un Ironman, c'est 6 heures. Et après, sinon, un full, c'est plutôt 10, 12, 16 heures. Et souvent, on dit que pour des efforts, même juste un semi-marathon 2 heures, ou même juste un marathon 4 heures, on est obligé de prendre des glucides, des gels de glucides, parce que sinon, on va tomber dans les pommes. Tu sais, on parle souvent du mur du marathon. Tout à fait. Eh ben, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que c'est primordial d'avoir des glucides? Je pense que la réponse est non. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu Déjà, plus? premier point, j'ai au tronc commun donc de formation des entraîneurs, le BE1, Mhm. tu es formé à faire bouffer des glucides aux sportifs. Ouais. Pas de glucides, pas de performance. Les sportifs tournent aux glucides. Et déjà, j'avais compris qu'il y avait un problème dans l'équation entre l'utilisation du substrat lipide versus glucides. Toi, par exemple, tous les sports de fond, les marathoniens et au-delà, tu te dis, les gars, c'est des brûleurs de gras, tu leur fais bouffer du sucre. Tu comprends pas, en fait. Ouais. On me dit, bon, bah, tout le monde fait ça, tout le monde dit ça, alors c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai des bouquins entiers de gens de grande renom qui disent ça. OK. J'ai vu arriver, moi j'ai 46 ans, j'ai vu arriver toutes les barres énergétiques quand j'étais jeune, les Isostar et tout ça, c'est arrivé Ouais. de ma génération. Hein. Bon, OK. Et puis finalement, quand tu découvres le régime cétogène, tu te dis, oui, mais alors, tu manges cétogène, tu manges très gras pour devenir un brûleur de gras. Et qu'est-ce qui se passe sur la performance sportive? Bon, et là, tu te rends compte que tu as toute une liste de grands champions. Quand je dis champions, c'est des champions du monde, hein, il n'y a pas au-delà, ou des champions olympiques qui ont performé en keto. Donc, techniquement, c'est possible. Moi-même, j'ai eu plein de problèmes au niveau des tendons d'Achille quand j'étais jeune, donc je ne suis pas un grand coureur, etc. Mais je m'y suis remis dans les années 2011-2012. J'ai changé de foulée, j'ai utilisé la foulée médio-pied de Salerberg CL, etc. Ok. Bon. Et puis, j'ai fait mon premier marathon en keto. Donc, Ah le ouais. mur du marathonien, je sais ce que c'est, parce que je les ai vus s'effondrer Ouais, ouais. au 33, 34, 35. Donc, rappelons, le mur du marathonien, c'est quoi? Quand on est dans une alimentation occidentale riche en glucides, nous avons des stocks de glycogène. Quand on a, entre guillemets, épuisé les stocks de glycogène disponibles, parce que ça tombe jamais à zéro, hein, ça c'est une vue de Oui. l'esprit, mais ceux qui sont disponibles, eh bien, généralement, ça te fait un épuisement à l'effort autour de entre 30 et 35 km. Tu peux pas terminer un marathon comme ça. Sauf si tu as éventuellement ravitaillé pendant ta course avec des gels, des barres ou des choses comme ça qui te permettent de les terminer. Très bien. Mais il y a un autre substrat énergétique, c'est les lipides. Et quand on passe sur un régime cétogène, on devient un meilleur brûleur de lipides. Alors, ce que je vais dire là, tous les sportifs le connaissent. On peut le mesurer sur un quotient respiratoire et une VO2 max. On sait à l'instant T, à une certaine fréquence cardiaque, puissance, Ouais. ce qu'on utilise dans le masque avec l'échange gazeux, on sait exactement si tu tournes aux glucides ou si tu tournes aux lipides. Ouais. Et tous les gens qui ont fait ça connaissent très bien le résultat avec ce qu'on appelle le célèbre point de croisement. Mm. On a un effondrement de l'utilisation du substrat lipide et une grosse augmentation du substrat glucide. Ça tourne généralement, alors selon l'état d'entraînement de l'athlète, etc., ça tourne entre 160 et 180 pulsations minutes. On a un vrai point de croisement. Bon. Et donc, avec ça, on peut mesurer précisément la consommation de glucides à la minute et la consommation de lipides à la minute de l'athlète. Ça veut dire que sur un banc, on peut envisager précisément un plan de réalimentation en disant, voilà, toi, à telle fréquence cardiaque, sur telle épreuve, tu vas consommer tant, donc il faut que tu manges tant de kilocalories sous forme de glucides à l'heure ou à 30 minutes, Ouais, etc. ouais. Voilà. Sauf que le problème, c'est que quand on passe sur un régime cétogène, toutes les données changent. Mais vraiment radicalement. Il y a encore des choses qu'on découvre. Jusqu'où on peut aller. Ça devient intéressant. Tu vois, tu prends Jan van Berkel, je ne sais pas si tu le connais, c'est Non. un triathlète suisse super connu au niveau Ironman mondial. Hein. Lui, il a eu des problèmes dans les années 2016-2017 et il a commencé à passer en keto. Eh bien, on n'a pas de données ultra récentes parce qu'après, il ne communique plus, mais quand il est passé en keto, il a doublé la quantité de lipides à la minute oxydés. Ah ouais. OK? Dernière étude de Tim Noakes sur le sujet 2023. Avant qu'il a publié, il a fait toute une publicité et c'était génial. J'avais une conférence avec lui en ligne et il annonçait les chiffres, mais on ne les avait pas encore. Donc tout le monde l'attendait, l'étude. On est à
1 gramme 85 de lipides minute. Ok. Dans une étude scientifique, 30% des athlètes qui sont, entre guillemets, céto-adaptés, parce que ce n'étaient pas des athlètes qui étaient en keto depuis des années, c'était que quelques mois. 30% brûlaient plus que 1,85 à la minute. Moi, j'ai vu des résultats à plus de 2 à la minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un mec qui sort 300 watts à 185 pulsations minute et qui a 85% aux lipides. Ouais. Et il utilise très peu de sucre. Enfin, de... Alors, avec ces niveaux-là, tu n'as plus besoin de glucides. C'est-à-dire que, alors, moi, je suis très focalisé quand j'aide les athlètes à un point précis. Il n'y a que le résultat qui compte. Ok. La théorie, on la met de côté. Le résultat. Et moi, je sais m'adapter à des résultats qui sont différents, des sensations qui sont différentes, etc. Donc, chez certaines personnes, l'utilisation de glucides va être nécessaire pour maintenir la performance. Ouais. Chez d'autres qui veulent s'y risquer, on peut aller à zéro. On peut aller à zéro. Ah ouais, putain. Parce que quand tu es sur une longue épreuve, tu vas commencer avec le peu de lipides disponibles dans ta circulation sur ton dernier repas. Et puis après, ça va être ta graisse corporelle qui va être utilisée. Mais pas forcément la graisse, celle que tu peux passer. C'est la graisse intramusculaire qui compte. Celle-là, elle est super importante. Parce que tous les athlètes, tous les entraîneurs vont te parler de stock de glycogène, en particulier le glycogène intramusculaire. C'est pas le glycogène hépatique qui va te permettre de faire une performance sportive. Hein. Ouais. C'est l'intramusculaire. Mais de l'autre côté, l'autre versant, c'est que tu as de la graisse intramusculaire. Et c'est cette graisse intramusculaire qui va être sollicitée pour ton effort. Ok. Donc, faut pas que ça descende trop bas. D'où l'importance de la réalimentation entre les épreuves, etc. Cette graisse-là, c'est du glycérol qui est au milieu, la molécule qui est considérée comme des glucides, qui est entourée de lipides. Tu vas l'utiliser pour de l'énergie. Les lipides vont être utilisés. Le glycérol va être recyclé pour alimenter la filière glucidique. Ok. Donc, de façon endogène, tu n'as pas de limite, en fait. Et on l'a vu plein de fois. J'ai publié un article il y a plusieurs années, Michael McKnight, parce que moi j'habite au Colorado aux États-Unis, mais je connais quelqu'un qui habite en Utah, dans l'État d'à côté. Au moment des lockdowns en 2020, il y avait des courses qui étaient annulées. Il se dit, tiens, je vais aller faire un petit ultra à jeun pour voir 160 km, 160 km, 1000 mètres de dénivelé, 135 pulsations minutes de moyenne sur le truc, 18 heures à jeun. Ok ? Et il a voulu pousser le truc un peu plus loin. Il s'était dit, tiens, voyons voir ce qui se passe sur 24 heures. Donc, il a fait un truc. Alors là, c'est un truc de fou parce que le circuit de 400 mètres tapé pendant 24 heures, moralement, si tu veux, pour te faire finir. Et il sort 190 km à jeun. Putain, à jeun. Ouais. Donc, le mur du marathonien que tout le monde expérimente à 33, il saute. Tu vois c'est out. Voilà. Ouais, et par exemple, des sportifs qui sont en keto, qui font par exemple un ultra trail, pour se réalimenter pendant la course, ils prennent quoi Ça dépend. Ça dépend déjà s'ils sont à la base de gros consommateurs de glucides ou pas. T'en as, c'est des vrais junkies. Bon. Premier point. Deuxième point, quand ils passent en keto, depuis combien de temps? Si c'est 2-3 mois, c'est une chose. Si c'est 1 an et demi, c'est autre chose. Ouais. Après, sur les plans de réalimentation, moi, j'ai toujours été un fervent des protéines, même si c'est en petite quantité, des protéines facilement digestibles, etc. Et là arrive la question, combien de glucides à l'heure ce sportif a besoin? Et là, ça dépend des gens. Ok. Et suivant les glucides qu'il a besoin à l'heure, du coup, tu convertis en lipides, tu fais comment? Ou tu donnes des glucides? Non. On peut donner des glucides. Moi, je suis un grand partisan du régime cétogène. Je suis en cétose depuis 12 ans, mais les glucides, c'est pas Satan. Il faut comprendre que quelqu'un qui lutte contre un surpoids de 70 kg, c'est pas la même chose qu'un athlète de niveau mondial qui fait un ultra trail. Et là, on amène juste ce qu'il faut et une forme de glucides intelligente, entre guillemets, donc une forme de glucides qui va pas élever l'insuline. Ça, c'est important. Pour avoir à la fois des glucides pour alimenter la filière glucidique, par exemple, quand tu as de forts dénivelés, que tu vas avoir une fréquence cardiaque qui va monter, etc., tout en n'impactant pas son utilisation du gras comme substrat principal. Tu vois, c'est pas compliqué. Quand tu amènes des glucides dans l'alimentation, tu fais monter l'insuline. Quand tu fais monter l'insuline, tu impactes l'utilisation du substrat lipide. Point barre. Et ça, c'est pas négociable.
Donc, l'équation, elle vient de comment amener des glucides sans faire monter l'insuline. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et mais c'est de petites quantités. Tu vois, moi, Ah j'ai ouais, vu oui, des c'est pas plans grand. d'alimentation Ironman niveau mondial à 140 grammes de glucides à l'heure. Ça fait pas mal. C'est le max que j'ai vu, ce qui est pour moi très stupide. Voilà. Là, on est sur un sportif complètement chargé aux glucides. Le gars, il est totalement dépendant de sa réalimentation, donc il n'a pas intérêt à avoir des problèmes digestifs, des choses comme ça pendant l'épreuve. Et on lui a fait des plans à 140 grammes de glucides à l'heure. Putain. C'est une folie. Mais c'est comme ça. Et c'est là, il y a pas longtemps, il y a eu un Ironman, je crois, je sais plus si c'est à Hawaï ou en Australie, je sais pas si tu en as entendu parler. Et il y a un Français qui était devant tout le long, donc la natation, le vélo, et en plein milieu de la course, out. Et il s'est Hmm. fait doubler, il a fini 12e, tu vois. Est-ce que je sais pas si tu connais l'histoire, mais est-ce que tu penses que c'est peut-être dû à une mauvaise alimentation pendant le... Je ne connais pas l'histoire. Je ne me Ouais, prononcerai pas, mais il y a plein de paramètres qui peuvent. Tu sais, l'énergie, c'est une chose. Tu as des complexes mitochondriaux qui utilisent cette énergie pour créer l'ATP. Tu as plein de cofacteurs. Donc, quand tu es un sportif, tu utilises énormément ces cofacteurs. Ils peuvent prendre plusieurs noms, plusieurs formes, que ce soit des minéraux, des vitamines, ouais, etc. Et tu peux avoir un épuisement de ces cofacteurs. Donc, tu as beau avoir une parfaite alimentation, tu fais comme d'habitude, et ce jour-là, ça merde. Et tu t'aperçois qu'en fait, il y a un des cofacteurs, je sais pas moi, le buchinol par exemple, qui va merder, ou une vitamine B, etc. Et finalement, les substrats énergétiques vont s'entasser et tu vas pas avoir de production d'ATP derrière. Le sportif s'arrête ou il ralentit, il n'a pas le choix.